Et voici le deuxième épisode de notre série consacrée à l'exposition universelle de Dubaï. Nous avons déjà parlé du gigantisme et nous allons aujourd'hui évoquer les enjeux géopolitiques soulevés par cet événement. L'exposition universelle de Dubaï se déroule pour la première fois dans la région MENA, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et c'est également la première fois que presque tous les pays africains y participent. L'objectif pour eux est de faire découvrir leur culture et d'encourager le tourisme. Alors évidemment, quand on visite les pavillons, ce que l'on voit à travers cette exposition, c'est qu'elle révèle la grande fracture nord-sud, c'est-à-dire les pays du Nord qui ont les moyens de s'offrir des pavillons quelquefois absolument époustouflants, et puis les pays du Sud qui ont un petit espace à l'intérieur de bâtiments qui ont été financés par les Émirats Arabes Unis. Tout va bien, les circulations, les courbes, etc. Même entre les bâtiments, je trouve qu'il y a une unité qui se crée. Turkménistan. On a mangé grec, on a mangé italien, on a fait Japon, on a fait taïwanais. Cosmopolite. On a fait tellement de choses que j'arrive pas à me rappeler de tout, quoi. Quand on reprend l'histoire des Émirats Arabes Unis, ce sont des Émirats qui se sont réunis en 1971, donc à peine plus de 50 ans, donc qui ont une histoire très jeune. Ils ont possédé du pétrole et donc de l'argent extrêmement rapidement. Il y a un caractère très matu vu, très nouveau riche. J'ai le sentiment que les dirigeants actuels sont en train de changer un petit peu de pied et que on est en train de sortir doucement de cette ère de nouveau riche ou de gigantisme et qu'on arrive vers quelque chose qui relève davantage de l'influence culturelle. Pendant l'exposition universelle de 1937, qui se déroulait à Paris, un duel architectural opposait de manière très directe les pavillons soviétiques et allemands à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Si cet affrontement symbolique semble inexistant cette année, le diable se cache souvent dans les détails. Et cela n'empêche pas les différences économiques, elles, d'être gigantesques, ce qui se reflète logiquement dans le budget alloué à chaque pavillon. Pour vous donner une idée, le pavillon de la France a coûté 28 millions d'euros, là où les pavillons de la Mongolie ou de la République de Maurice ont été offerts par les Émirats. Ils ne font que quelques dizaines de mètres carrés et se traversent en une poignée de secondes. C'est quoi ça comme pavillon? C'est le pavillon Terra, la roue du destin. Deux personnes doivent pédaler pour tenir en fait l'aiguille au milieu. La première, c'est l'industrie en train de tuer notre planète et l'autre, c'est la régulation en train de tuer notre business. On essaye? Vas-y. Comme s'il faisait pas assez chaud. Non mais moi je veux être de ton côté. Qu'est-ce qu'on est fort! Je crois que le business a gagné. De manière assez logique, le pavillon émirati est l'un des plus impressionnants et des mieux situés. L'enjeu ici est le même que pour la ville de Dubaï avec ses hôtels, ses marinas et ses malls, montrer la puissance du pays et attirer les expats et les touristes du monde entier. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'aime beaucoup l'extérieur du bâtiment. Sur le ticket il parle d'expérience, donc j'imagine que ça va être sensitif, immersif. Les Émiriens ont financé la plupart des petits pavillons. Évidemment, on sent l'influence des Émirats, y compris sans être un spécialiste de la géopolitique. On sait qu'il y a une mainmise d'une certaine manière sur le continent africain en l'occurrence. Je pense que les dirigeants émiriens et à Dubaï ont bien conscience qu'on ne peut pas continuer à être dans une économie extractive permanente et sont obligés d'aller vers du soft power. Alors évidemment, ça pose d'autres questions. Ça pose la question de l'influence et ça pose la question de la dépendance des États aidés à l'égard de l'État aidant.